Hey ladies and gentlemen, thank you immensely for saving the rendezvous once again over For You Television Africa. Today we kick off this first segment in the French language with you, Bala. Bon après-midi. Good day, Jix Nabissé. Bien, nous débutons donc ce journal en langue française et bien sûr anglaise. Donc, du côté de l'Éthiopie, nous parlons bien sûr de guerre dans le Tigré. C'est le début d'une nouvelle ère. Donc, pour l'Éthiopie, s'est réjoui l'Union africaine, le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré se sont donc accordés le mercredi 2 novembre 2022 sur une cessation des hostilités dans cette région du nord de l'Éthiopie, en conflit depuis déjà 2 ans. Rappelons que des délégations du gouvernement fédéral d'Addis Abeba et même des rebelles sont donc réunis sous l'égide de l'Union africaine depuis le 25 octobre à Pretoria. Cette rencontre, c'est le premier dialogue rendu public entre les deux camps. L'accord publiquement signé ensuite donc par les chefs des deux délégations prévoit aussi un rétablissement de l'ordre public, des services au Tigré, un accès sans entrave des fournitures humanitaires, la protection des civils et entre autres. Les détails des dispositions de l'accord et de sa mise en œuvre n'ont pas été dévoilés dans l'immédiat. Les médiateurs n'ont notamment pas indiqué ce que prévoit l'accord concernant l'intervention au Tigré de l'armée de l'Érythrée voisine et des justement jurés des dirigeants tigréens qui épaulent l'armée fédérale éthiopienne. Et concernant toujours le Tigré, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est donc exprimé pour la première fois depuis que les pourparlers de paix sont donc entamés à Pretoria, en Afrique du Sud. Abiy Ahmed a donc qualifié ces pourparlers de paix d'ingérence extérieure lors d'un reportage diffusé sur une chaîne chinoise. C'était le mardi 1er novembre 2022. Et Mamuto pour plus de précisions. Alors que les pourparlers de paix entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré se poursuivent à huis clos à Pretoria en Afrique du Sud, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ne s'était pas exprimé jusqu'ici. Lors d'un reportage diffusé sur une chaîne chinoise, Abiy Ahmed a qualifié les pourparlers de Pretoria d'ingérence extérieure. Nous essayons de convaincre le Front de la libération du peuple du Tigré, respecter la loi du pays, de respecter la constitution, d'agir selon la ligne d'un État éthiopien unitaire. S'ils pouvaient comprendre notre intérêt, s'ils pouvaient croire en leur propre constitution et agir en conséquence, je pense que nous aurons la paix, a-t-il déclaré. Le premier ministre éthiopien estime que les résolutions de paix du conflit entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré doivent se prendre en Éthiopie et rejette toute ingérence. Il déclare, je cite, « S'il y a beaucoup d'interventions de gauche et de droite, cela rend les choses difficiles. Les Éthiopiens devraient comprendre que nous pouvons résoudre nos problèmes par nous-mêmes et plutôt que d'écouter les choses venant de loin. Il vaut mieux respecter nos propres lois, nos propres cultures, nos propres coutumes. » Rappelons que le conflit dans le nord de l'Éthiopie a pris effet en novembre 2020, au moment où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour déloger les dirigeants du gouvernement régional qui contestaient son autorité et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires sur place. Visite de travail et d'amitié au Mali, le président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré, est donc arrivé à Bamako, c'était hier au Mali. Il a été accueilli par le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. Les présidents burkinabés et maliens auront donc un tête-à-tête suivi d'une séance de travail avec la délégation. Le renforcement de la coopération, surtout dans la lutte contre le terrorisme, figure également au menu des échanges, accompagné du nouveau ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kazoum Koulibaly, et du chef d'état-major général des armées, le colonel-major David Cabré. Le président Traoré a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Ensuite, parlons donc de la COP27. Nous sommes du côté de l'Égypte, tout juste élu pour donc remplacer Jair Bolsonaro. Le président brésilien Lula pourrait donc prendre part à la COP25 prévue en Égypte. Le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, a convié le dirigeant brésilien à un forum. Eh bien, plutôt, c'est là une bonne nouvelle pour donc lutter quand on sait que M. Lula de Silva fait partie des personnes habiles qui luttent justement farouchement contre le réchauffement climatique. Reportage Koumabiti.
Parmi les dizaines de présidents invités à la COP27 qui aura lieu du 6 au 28 novembre 2022 en Égypte, figure le nom du président élu du Brésil, Lula da Silva. Une nouvelle annoncée par la chef de file de son parti politique, Gleisi Hoffmann, invité par le gouverneur de l'État d'Ampa, Valdez Goiz, qui coordonne le consortium des gouverneurs des États d'Amazonie brésilienne. Ainsi, Lula remplace Jair Bolsonaro, dont le bilan environnemental est considéré comme chaotique. Tout juste élu, le président brésilien Lula pourrait prendre ainsi part à la COP27. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a convié le dirigeant brésilien à ce forum, compte bien renouer les liens de fraternité entre l'Afrique et le Brésil pour une lutte commune, celle de la protection de l'environnement. Lula remplace ainsi Jair Bolsonaro, dont le bilan est plus ou moins satisfaisant à l'évolution environnementale. Il faut toutefois signaler que durant son mandat présidentiel, la déforestation annuelle en Amazonie aurait augmenté en moyenne de 75%. Les émissions en dioxyde de carbone ont en effet doublé lors des 2 premières années du gouvernement Bolsonaro. Un vrai désastre qui lui aurait valu d'être éjecté de son fauteuil présidentiel. Avec la venue aux commandes de Lula, l'espoir est permis de voir le Brésil mieux adhérer à la politique mondiale de lutte contre les catastrophes climatiques. Du côté de l'Algérie, à présent, sous le signe du rassemblement, le 31e sommet de la Ligue arabe, ouvert donc le 1er novembre à Alger, s'est donc achevé et bien sûr a fermé ses portes. Entre les absences remarquées de plusieurs chefs d'État et bien sûr le défi de l'unité inter-arabe, l'événement était avant tout un test pour la nouvelle politique étrangère du côté de l'Algérie, portée justement à l'offensive par le président Abdelmadjid Tebboune. Kouechou, dans ce reportage, revient avec plus de précision. 3 ans après la dernière édition, le 31e sommet de la Ligue arabe s'est ouvert le 1er novembre en Algérie et la fermeture de rideau a eu lieu ce 2 novembre. Un pas en avant pour l'Algérie sur le plan diplomatique, après avoir connu des années d'immobilisme sous l'ère Bouteflika. L'actuel président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a en effet instauré une nouvelle politique étrangère, mise à l'épreuve par la tenue de ce sommet réunissant à Alger les 22 pays membres de la Ligue arabe. Placé sous le signe du rassemblement, ce sommet panarabe est pourtant émaillé de plusieurs tensions entre pays membres venus défendre leurs propres intérêts. Le conflit israélo-palestinien, la situation en Syrie, en Libye, au Yémen ou encore le Sahara occidental, objet de discorde entre l'Algérie et le Maroc, les écueils au bon déroulement du sommet sont nombreux. Le roi Mohamed VI du Maroc, absent du sommet pour des considérations régionales, s'y est fait représenter, tout comme 11 autres chefs d'État. En tout, sur les 22 pays membres de la Ligue arabe et hormis l'Algérie qui accueille cette année l'événement, 9 pays seulement ont été représentés par leurs chefs d'État, notamment Kais Saïed de la Tunisie, Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, Mahmoud Abbas de la Palestine ou encore Othmani Ghazali des Comores, pour ne citer que cela. Les hostilités inter-arabes demeurent et compliquent l'offensive de la politique étrangère de l'Algérie. Une offensive sur le plan régional, non seulement arabe, mais également africain. Parlons religion et bien sûr sortons donc par là. Après bien sûr de nombreux renvois pour des raisons de santé, le mardi 1er novembre, le pape François a échangé en ligne avec des étudiants d'une trentaine d'universités du continent africain. Et bien à cette occasion, il a annoncé qu'il souhaiterait se rendre du côté de la République démocratique du Congo et bien sûr du Soudan du Sud en février prochain. Une nouvelle réjouissance pour les millions de personnes qui ont longtemps entendu son retour. Reportage. Nous l'annonçons donc justement, le pape François a donc annoncé en République démocratique du Congo et bien sûr du côté également du
Soudan du Sud, après bien sûr de nombreux renvois pour des raisons de santé. C'était le premier du mois de novembre, donc mardi, que le pape François a échangé en ligne avec les étudiants d'une trentaine d'universités de continent africain. Eh bien, les milliers de personnes qui attendent impatiemment son retour et bien sûr sa venue en Afrique seront à présent réjouies. Je vous propose d'écouter ce reportage. Alors qu'en début du mois de juillet, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud attendaient impatiemment la visite du pape François. Ce dernier, pour des raisons de santé, justifiées par le Vatican, s'est vu annuler son voyage au grand désarroi de la population impatiente de le rencontrer. La visite du pape François devait être un événement marquant. C'était là la première fois depuis 37 ans et la venue de Jean-Paul II que le patron de l'Église catholique faisait le déplacement dans ce pays. Le souverain pontife devait donc célébrer des offices à Kinshasa, mais aussi à Goma, dans l'est chef-lieu d'une région meurtrie par la guerre et au cœur d'une récente recrudescence des tensions entre la République démocratique du Congo et son voisin le Rwanda. En effet, des médecins du pape l'avaient invité à ne pas compromettre une thérapie en cours, précisément des infiltrations dans son genou droit. Le pape s'était cependant rendu au Canada du 24 au 30 juillet, puis au Kazakhstan en septembre et doit s'envoler jeudi pour Bahreïn. Il souffre aussi de douleurs à la hanche qui le font emboîter et a subi en juillet 2021 une délicate opération au côlon et même si ce dernier se déplace avec une canne, il dit se sentir prêt à effectuer des voyages apostoliques. À cet effet, le jeudi 3 novembre 2022, il partira donc à Bahreïn. En République démocratique du Congo, comme au Soudan du Sud, le souverain pontife compte bien diffuser un message de paix, accompagner les processus de réconciliation en cours et renforcer notamment les déplacés des violences. Un voyage qui doit donc encore être annoncé officiellement par le Vatican et qui aura comme étape Juda, Kinshasa et Goma. En langue française, mesdames, messieurs, c'est la fin. La suite, c'est avec Jix Nabissé en langue anglaise. Good day to you. Bon après-midi, Bala. Good day once more, ladies and gentlemen. Thank you immensely for staying with us. We debut the second segment in the West African country of Mali, where Mali expects Russia to send shipments of fuel, fertilizer and food worth around $100 million in the coming weeks, the West African country's economy minister Abdou Seni Sanu said on Wednesday. The rest of the story, you should listen in this report. Mali in the weeks ahead will receive shipments of fuel, fertilizer and food worth around $100 million from Russia. The announcement was made by the West African country's economy minister Alouseni Sanu on Wednesday. Russian President Vladimir Putin discussed the provision of such supplies with his Malian counterpart in August 2022, a sign of enhancing ties as Bamako relationship sought with its longtime ally and former colonial master France. Speaking on national television from Moscow, Malian Minister Sanu stated that Russia was going to send 60,000 tons of petroleum products, 30,000 tons of fertilizer, and 25,000 tons of wheat. Mali's ruling military government came to power through a 2020 coup and has paired repeatedly with neighboring countries and Western powers over election delays, alleged army abuses and cooperation with Russian fighters in a struggle against an Islamic insurgency. Fighters from the Wagner Group, a Kremlin-linked private military company, since then have been supporting the Malian government in its fight since late last year. In October, Putin told Mali's interim president Assimi Goïta that Moscow was committed to strengthening cooperation to help root out terrorist groups in the West African nation.
This time around, we stay in the West African part of the continent to talk Mali and Burkina Faso relations in the fight against terrorism. The Burkinabe head of state, Captain Ibrahim Traoré, paid a friendly and working visit to Bamako in the Republic of Mali on the afternoon of Wednesday, November 12, 2022. He discussed with his Malian counterpart, Colonel Assimi Goïta, the security issue, in particularly the fight against terrorism. The rest of the story is with you, Fotso. After a closed session, the two personalities broadened the exchanges with their respective delegations for more than 3 hours. It is a visit of courtesy and friendship to a brotherly people, declared the President of Burkina Faso, Captain Ibrahim Traoré, at the end of the exchanges. The most important thing for us in the current situation is the security challenge. We came to discuss how to strengthen our military cooperation and be able to better carry out our operation to secure our populations, he explained to the men of media. Concretely, Burkina Faso and the Republic of Mali have decided to strengthen their bilateral cooperation in the area of security and defense. With regard to the population of Burkina Faso, Mali and the Sahel in general, President Ibrahim Traoré launched an appeal which is to be much more united, to join hands and to remain united in this fight. Mali and Burkina Faso share a 1,200 kilometers long border with many exchanges between the populations, hence the choice of President Traoré of the Malian destination. Ladies and gentlemen, we now move and take you to Nigeria, where, coupled with the recent security concerns in the West African country, Lagos in the last few days has experienced or witnessed 2 deadly fires. First, a building occupied by a bank on Adwela Okedo Street, Victoria Island, Lagos, where about 4 people were burnt to death, with several others wounded, and later a popular market in the Yaba area of the state was equally consumed. The rest of the story is in the following reports. In a few days, Lagos has witnessed 2 deadly fires. First, a building occupied by a bank on Adwela Okedo Street, Victoria Island, Lagos, where no fewer than 4 persons were burned to death, with several others wounded. Still trying to recover from the shock, a popular Tejosho market in Yaba area of the state was equally engulfed in flames. Coupled with the ongoing security crisis in the West African country, such incidents could only trouble the population more. The Lagos State Fire and Rescue Service successfully put out the fire that gutted the bank building after receiving distress calls on a fire outbreak earlier on Tuesday, and rescue operations commenced almost immediately. The details of the first fire outbreak in the market are yet to be released, though according to sources, it happened inside a military barrack in Yaba, close to Tejosho and the Yaba train terminal. Nigeria over the years has witnessed fire incidents, most of which were triggered by unidentified gunmen, whom have been pumping fear into the hearts of Nigerians, especially those in the northwestern or northeastern part of the country. Down the records, it is not the first time a fire incident is happening in the West African nation. Could this trend of fires in the country be linked to the rising rate of insecurity? One can't help but wonder. One can help but wonder indeed. Ladies and gentlemen, we now move to the northern part of Africa, where Arab leaders met in Algeria on Tuesday, November 1st, as the 31st summit of the largest annual Arab conference kicked off in the northern part of Africa. In his speech, the Algerian President Abdelmadjid Tebboune has urged Arab unity renews support for Palestine. Details with you, Fotso. And crisis as he opened the meeting. It was the first meeting in 3 years for the 22 member states. If new challenges have emerged since Algerian president insisted on the historic support for the Palestinian in their never-resolved conflict with Israel. I look forward to the establishment of an Arab contact and coordination group during this summit in order to support the Palestinian cause.
من أجل دعم القضية الفلسطينية والجزائر على أتم استعداد. And Algeria is fully prepared to transfer this vital request to the United Nations. Its turn to grant Palestine full United Nations membership comes at a time when a growing number of Arab countries have established bilateral ties with Israel. Indeed, the recent trend has been cooperation between Israel and a growing number of Arab countries, including Morocco or the United Arab Emirates. Sudan has also agreed to establish ties with the Middle East country. The meeting comes against the backdrop of rising inflation, food and energy shortages, drought and soaring cost of living across the Middle East and Africa. The summit's discussion on Tuesday and Wednesday were expected to focus on the food and energy crisis aggravated by the war that has had devastating consequences for Egypt, Lebanon and Tunisia, among other Arab countries, struggling to import enough wheat and fuel to satisfy their populations. Ladies and gentlemen, to wrap up these second segments, we now talk Cameroon, health in particular, where the third round of the local vaccination campaign against the outbreak of the polio vaccine of poliovirus is expected to debut this November 2022. It was announced during a press briefing that took place in the city of Douala, Littoral region of Cameroon. Take a listen to the details of the story. In a bid to join the rest of the African continent and the world in the fight against the poliovirus, the third round of the local vaccination campaign against the outbreak expected to debut this November 2022 was announced during a press briefing that took place in Douala on October 31st, 2022. On October 24, Cameroon joined the international community commemorate the International Day for the fight against the poliovirus, which was meant to create awareness against the disease. Celebrated under the theme World Polio Day 2022 and beyond, a healthier future for mothers and children, it kicked off in Geneva with discussions between the World Health Organization, Rotary International and polio experts to consider future efforts to continue the decades-long collaboration against polio. At the level of Cameroon, 5 health districts have successfully given positive results, while 19 health districts were yet to bring forth acceptable results, according to the regional delegate for public health, Mr. Ewana Leonard. According to him, that is the main reason why the Ministry of Health called for a third round of vaccination so every child below 5 years could be immunized. The current campaign is aimed at vaccinating all children below 5 years by administering 2 drops of oral polio vaccine. During the campaign, we should equally ensure that at least 95% of parents are informed. We should equally strengthen disease surveillance during this campaign. And when we talk of disease surveillance, we mention the main vaccine preventable diseases. That is polio. The delegate went ahead to state the main strategies which will be used to ensure a successful vaccination campaign. What are the main strategies? The main strategy, first of all, is a door-to-door strategy, and then is a field strategy at the level of health facilities. Then we can also have the outreach strategy at the level of communities. It can be at the level of churches, it can be at the level of schools, because we have most of our targets at the level of schools. It can be at the level of chief places. It can be at the level of markets. All places at the level of the community where you find the population, teams should be able to go around to make sure that they vaccinate those target children. To counter these low vaccination rates, statistics illustrate that it should start with appropriate information given out to the parents so as to increase the number of children who receive the jab. All media experts were therefore called upon to play their part in the awareness process.
Media experts are therefore called upon to play their role in the awareness process of polio. Ladies and gentlemen, it's on that note that we shall be drawing down the curtains of the second segment in the English language of the bilingual newscast over 4U Television Africa with me, Jix Nabise. Et pour la version française, mesdames, messieurs, je suis Bala. Restez en compagnie de nos programmes.